Voilà de retour à Virage 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Merci de le faire en grand nombre. C'est le fun. On en a beaucoup, messieurs. On y va. On a le temps. Là, on peut respirer. On va prendre le temps de répondre à plusieurs questions. La première de M. Brodeur. Il nous demande, est-ce que la Prius Prime sera all-wheel drive? Parce qu'on a annoncé une Prius all-wheel drive il n'y a pas tellement longtemps. Donc, est-ce qu'on va adapter ce système-là à la Prime? Pourquoi pas? En fait, il n'y a pas de raison pas. C'est sûr que techniquement, ça demande une petite entourloupette différente, là. Mais il n'y a pas de plans jusqu'à maintenant qui ont été annoncés dans cette optique-là. On ne sait pas si... on sait que la Prius régulière, elle, arrive, là, si ce n'est déjà fait chez les concessionnaires. Mais pour la Prime, il n'y a pas rien eu à cet effet-là. Rien d'annoncé, mais c'est tellement simple, là, le petit système de traction intégrale de la Prius. Petit moteur électrique monté sur l'essieu en arrière. On ne bouge pas grand-chose dans le véhicule. Alors, ce ne serait pas compliqué, mais... le problème, c'est la batterie, en fait. Ouais. Parce qu'une Prius ordinaire n'a pas de grosse batterie, alors qu'une Prius Prime a une batterie quand même beaucoup plus imposante qui, elle, est dans le plancher. Fait qu'il faudrait voir à quelle hauteur elle est placée pour voir si on peut placer justement le petit moteur électrique à l'arrière. C'est pour ça que je te dis, ça prend une entourloupette technique, là. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne suis pas convaincu que pour le moment, ça fait partie des plans à court terme. On va séparer les choses, puis d'abord qu'on vende la Prime actuellement. On n'en vend pas beaucoup, malheureusement. Il y a de l'autonomie électrique. C'est un véhicule qui a un super de bon rendement, mais c'est pas l'affluence. Elle a un look... Son look? Ouais. Disons... Difficile. Futuriste? Différent, mettons. Différent. Très poli. T'es très poli, Marc. On n'utilise pas ce terme-là pour toi, Marc. C'est sûr que non. Monsieur Brosseau, lui, il dit pourquoi les all-wheel drive arrêtent pour la plupart à 70 km/h sur la route. Après ça, c'est plus efficace. Effectivement, pour la stabilité, là, il se pose des questions concernant la stabilité au-delà du 70 km/h. C'est pas d'hier que ça fait ça. Les premières générations, quand les CR-V sont arrivés, les RAV4 également. Donc, on avait ce genre de procédé. Et ça fonctionne bien parce qu'il y a le contrôle de stabilité qui prend le relais. Donc, lorsque le véhicule est lancé, on n'a plus besoin. Et au niveau de l'économie aussi, il y a toujours une légère économie de différence. Alors, c'est bien plus pour ça. Et on n'a pas vraiment besoin de passer cette vitesse-là. J'ai une autre question. Je n'ai pas le nom. Il y a un problème. Apparemment, il y aura un problème. Et si jamais vous vivez ce problème-là, sur les TLX 2015, des problèmes de suspension. Donc, des bruits de suspension et des problèmes reliés à la suspension. Chez le concessionnaire, on dit que et c'est pour ça que je pose la question, vu que j'en parle, j'ai trouvé ça le fun, on dit que c'est une caractéristique du véhicule. Ah? Ah, maintenant, c'est plus des problèmes normaux. Avant, on avait des problèmes normaux. C'est normal sur le véhicule. Là, on parle de caractéristiques du véhicule. Ça fait partie. Donc là, maintenant, vous allez voir un nouveau terme qui fait partie de la réponse pour parler d'un problème relié au véhicule. Ce qui veut dire que si tu n'as pas ce bruit-là, ton véhicule n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il n'y a pas cette caractéristique-là. Il y a une autre caractéristique. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des options que tu coches. Hein? Bruit de suspension, check. Pour répondre au monsieur, moi, j'ai pas eu. C'est la première fois qu'on me parle de ce type de problème-là du côté de la TLX. Alors, si jamais vous avez le même genre de problème, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous mettre en lien et ainsi de voir qu'il y a une constante au niveau des problèmes. Monsieur Montreuil, lui, il regarde pour... c'est une question intéressante. Il regarde pour acheter... Il a un F-150 présentement. Okay. Le monsieur a une résidence secondaire et sa cour est en pente. Donc, il ne peut pas se tourner. Donc, si tu rentres avant, tu ressors du reculon et vice-versa. On comprend la situation. Et là, il veut changer son F-150 pour un Subaru Outback 3.6. Et il se demande si la traction intégrale est efficace de reculon. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Et puis, l'idéal, ce serait de reculer le Subaru, justement, en bas de la côte. Ça va être facile de repartir. Mais je ne sais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas répondre non plus. D'après moi, oui, mais il y a quand même une contrainte. Parce que normalement, les tractions intégrales, même si c'est à prise constante et tout, généralement, elles ont un principe pour les roues avant surtout. C'est les roues avant qui ont le maximum de puissance et on va, dans le pire des cas, transférer 50 de la puissance aux roues arrière. Je ne sais pas comment
ça va s'appliquer dans... Subaru, c'est 25, 25, 25. Donc, Ouais. normalement, vous devriez, à basse vitesse, partir dès qu'il y a un Normalement, mais de glissement. reculons, je ne suis pas convaincu. Ça doit se faire l'affaire. C'est une bonne question. On va faire le test. Hey, t'as raison. Il faut faire le test. Ouais. On va aller chez Subaru et autres, all-wheel drive, puis on va faire maintenant les tests de reculons. Moi, je pense que ça fonctionne très, très bien. On nous demande si la 370Z, c'est une bonne voiture où on peut passer l'hiver avec. En Non. Floride, c'est l'idéal. C'est ça, exactement. Ça dépend où vous passez l'hiver, effectivement. La réponse, c'est non. C'est pas une voiture qui a... C'est une 3 saisons. Oui, c'est une 3 saisons. D'une part, ne serait-ce que pour la garde au sol, c'est évidemment pas recommandé, là, surtout dans des périodes où il y a particulièrement de la neige. D'autre part, le mode de traction de ce véhicule-là n'est pas conçu pour ça du tout. C'est une voiture sportive qui a des suspensions rigides. Des pneus larges. Des pneus larges. Mais qu'on peut On peut les rapetisser en hiver, mais tu sais, pas je pense l'idéal. que ça non. C'est pas une... En tout cas, moi, personnellement, je ne le ferais pas, là, à moins de vraiment être coincé et de le faire. C'est une propulsion, c'est un véhicule à compromis. Donc, c'est sûr que lorsqu'il y a beaucoup de glace, lorsqu'il y a beaucoup de neige, c'est pas l'idéal. C'est la même chose pour les Mustangs, c'est la même chose pour les Camaros. C'est la même chose la Z en plus. MX5 de Mazda. OK. MX5 de Mazda. Mais la Z en plus, les suspensions sont plus rigides que toutes celles que tu viens de nommer. Fait que j'imagine que de tomber sur la glace avec ça en plus. Comme une Corvette. Oui, comme une Corvette. Là, celle que je vois beaucoup, c'est du BRZ. Oui. BRZ, là, j'en vois beaucoup l'hiver qui roulent avec leur véhicule, mais encore là, c'est pas. La réponse. C'est pas l'idéal. Est-ce que vous pouvez passer l'hiver? La réponse est oui. Est-ce que c'est l'idéal? La réponse est non. Oui, mais tu sais, on peut passer l'hiver avec n'importe quoi, Daniel. Là. Tu peux passer l'hiver avec ton vélo si tu veux. Là. OK. J'ai une question assez intéressante. Nous avons une Hyundai Elantra, une vieille Hyundai Elantra depuis longtemps. Nous sommes très satisfaits de cette voiture. Cependant, bon, c'est la garde au sol pour nous l'hiver ici. Et surtout cet hiver, je pense que les gens vont se diriger de plus en plus vers les sports utilitaires. Donc, ils regardent pour remplacer ce véhicule-là par une Kona. Et là, ils se demandent, pour faire une histoire courte dans leur affaire, avec le Kona qui a 400 km d'autonomie, c'est vraiment intéressant. Et là, on se dit, on a regardé le Kona, mais à son prix, qui est pas loin du double du régulier, est-ce que ça vaut la peine d'acheter le Kona version électrique versus le Kona version régulière? Et là, il dit, c'est quoi les arguments pour me convaincre de prendre un électrique versus un véhicule régulier? Puis là, il dit que j'ai l'impression qu'il faudrait rouler beaucoup pour rentabiliser le tout, puis lui, il ne roule pas assez. Alors, je pense que vous répondez à la question. Bien, il répond lui-même. Écoute, moi, j'ai conduit le Kona électrique il y a 2 semaines. Au moment où il faisait un peu froid. Ouais. Et de 415, je suis tombé à 303 km d'autonomie à pleine recharge. C'est bien 300 km d'autonomie, mais on n'est pas à 415. Donc, tu perds 25 à 30 de ta capacité. Ça, c'est clair. Là, tout le monde va vous le dire, les voitures électriques, c'est toujours comme ça. Alors, c'est encore plus long, rentabiliser à ce moment-là l'investissement. Cependant, il y aura un Kona avec une batterie plus petite qui va arriver. Si vous n'avez pas besoin d'une longue autonomie, l'autre option, donc d'attendre ce Kona peut-être moins autonome, mais pas mal moins cher probablement, risque d'être plus intéressant. Mais vous avez raison, c'est le gros défaut du Kona électrique. Il est tellement plus cher que la version à essence que la rentabilité, pour le moment, on ne la voit pas à terme avec un véhicule comme ça. Et moi, j'ai tendance à vous dire, étant donné que vous avez un petit lousse de budget, étant donné que vous avez un peu d'espace sur votre budget, prenez une traction intégrale. Vous allez avoir un véhicule bien équipé. Vous pouvez vous l'équiper avec la traction intégrale. Et comme vous avez particulièrement, vous voulez la garde au sol et la conduite hivernale, je pense que vous réglez tout le problème. Absolument. Je me trompe-tu? Ce serait le véhicule idéal à avoir, selon moi. Il ne faut pas oublier qu'on achète un véhicule électrique, là, mais il faut faire installer une borne chez nous. Il faut s'équiper pour être capable de se brancher. Et ça, on n'est pas toujours placé pour en avoir une. Moi, je demeure en condo, et où est-ce que je demeure, il n'y en a pas de borne électrique. Et si on veut en faire installer une là, dans les condos, là, à Teltoy, il y a du monde qui sont contre. Hein? C'est ça. Alors, mais ça dépend du mode de vie, en fait. Ça. Je veux dire, moi, là, je voyage beaucoup entre Montréal, Québec, je fais plein de régions. Je sais qu'une voiture électrique, c'est pas fait pour moi. Si monsieur ou madame, je sais pas, là, est dans une zone assez limitée, ça peut aller, il va faire la recherche chez lui, ça va. Mais il y a toujours cette contrainte-là. Donc, avant d'acheter n'importe quelle, on parle pas du Kona spécifiquement, là, avant d'acheter n'importe quelle voiture électrique, il y a tout un bilan de son mode de vie à faire. Après ça, on peut décider si on veut faire le pas vers l'électrique. Et si on le fait,
bien, effectivement, faites le calcul. 50 000 contre 25 000, c'est votre call. Il faut embrasser la vertu parce que lorsqu'on décide de choisir un véhicule électrique, il ne faut pas penser à rentabilité. Non. Parce que on n'est pas encore rendu là. Si le Kona électrique est équipé, là, on ne se fera pas de cachette, c'est 52 000 à peu près. Ouais. Fait que tu enlèves le 8 000 de rabais, ça mange à peu près les taxes, donc c'est encore autour de 50 000 Si vous magasinez une voiture de 50 000 puis que vous allez acheter un Kona électrique à 50 000 là, par exemple, dès la première utilisation, vous allez être en économie. Oui, mais lorsqu'on regarde un véhicule de 30 000 puis que là, tu veux le comparer à un véhicule de 50 000, faut le faire pour l'environnement, il faut le faire pour la voiture électrique, il faut le faire parce qu'on veut conduire une voiture électrique, mais il ne faut pas dire qu'on rentabilise. Le tout, ça prend 150 000 km. Pour être honnête, là, avant de rentabiliser l'affaire. Effectivement. On n'est pas là. On n'est pas là encore. On n'est pas là encore. Puis justement, il y a Éric, dans le même ordre d'idée, qui dit qu'il est déçu du prix du Kona. Et il dit c'est le même prix que la Bolt, même un peu plus cher. Je pensais que parce que c'était une Hyundai, que ça allait être moins cher. On a encore la mentalité que Hyundai, c'est moins cher, mais on compare tous les véhicules, on est prix à prix. Ouais. C'est pas parce que Hyundai ou Kia que c'est moins cher. Maintenant, c'est de la qualité, ils sont fiables, sont au même prix que les autres. Sauf que c'est par rapport à la Bolt, le Kona a une coche en avant au niveau de la façon dont c'est fait, de l'accessoire, du format. Le confort. Le confort particulier. Parce qu'ici, qu'on le veuille ou pas, au Québec, là, les trous et les bas sont là. Puis quand on roule dans des petites voitures, alors qu'on regarde des voitures de 50 000, généralement, on s'en va vers des véhicules qui sont plus confortables. Oui. Et là, c'est pas le cas pantoute. On va avoir un petit véhicule. Et moi, j'ai roulé dans une Bolt et je peux vous dire que ça va bien au niveau, si c'était sur de la belle route, mais au niveau confort, là, on peut le passer. Là. On la Bolt, les sièges, là. Oui. Karine a de la suite dans les idées, donc on reste dans les véhicules électriques. Elle dit on me propose une Focus électrique neuve. Oui. Oui, il y en a encore. Oui. À moins de 30 000 Là, wow. Après rabais, ça, probablement. J'imagine. Sans le rabais, effectivement. Donc, ça veut dire qu'elle a dit je demeure à moins de 12 km de mon travail. Ce sera une deuxième voiture. Sauter dessus. Go! Vraiment. C'est l'idéal. Et ça, c'est la bonne façon de penser. Exactement. Madame, deuxième voiture, on reste pas loin. On ne consommera jamais d'essence. Non, exactement. Puis la Focus électrique, malgré tous ses défauts, et parce que même si son affichage est un petit peu youpalaï, J'aime ça, oui, voilà. Pour le reste, c'est vraiment une voiture qui va très bien, puis qui, du point de vue électrique, fait le travail tout à fait. En bas de 30 000, sauter là-dessus, ça vaut vraiment la peine. Ben oui, parce qu'elle a très bon rendement, stable sur la route. C'est juste que l'hiver, vous allez avoir un petit peu peur parce que les kilomètres, ça descend vraiment rapidement au niveau de la Focus électrique. Reste 12, c'est 25 km. Donc, c'est 25 km par jour, 30 km par jour. Oui, mais j'ai fait 130 km avec une voiture qui m'affichait 62 km d'autonomie, moi. C'est pour ça que je te dis, l'affichage de la Focus électrique, contrairement au Kona, qui est vraiment, vraiment chirurgical, dans le cas de la Focus électrique, là, c'est plus aléatoire. C'était mieux de mesurer toi-même que de te fier à l'affichage. Mais bon rendement de véhicule, c'est bien. Donc, oui, go, allez-y de ce sens-là. Effectivement. Et toi, Marc, tu es tellement aventurier qu'on ne peut pas se fier à ton côté aventurier. Mais fiez-vous à votre indicateur parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Oui, bien, oui. Merci, messieurs. Merci, Marc. Alors, voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain, 21h30, pour un autre virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.